It basically makes it more fair. It's the kind of week that can give you whiplash. Sweeping tariffs one day, sweeping exemptions just 2 days later. Donald Trump now says many Canadian goods, specifically those compliant under the Canada-US-Mexico free trade deal, will be exempt from 25% tariffs until April 2nd. But Trump did not go into detail, instead framing this as a means to help the U.S. auto industry. It's just a modification short term because I didn't want to hurt the American. It would have hurt the American car companies if I did that. Une directive publiée discrètement par le département du commerce début janvier a modifié la réponse officielle des États-Unis face aux suspensions unilatérales de la part de partenaires stratégiques. Le 8 janvier 2026, le bureau du représentant commercial des États-Unis a été informé par des canaux diplomatiques secondaires que la République populaire de Chine suspendrait indéfiniment une partie des engagements pris dans le protocole d'accord bilatéral signé en avril de l'année précédente. Ce document, bien que largement interprété comme une tentative de stabilisation conjoncturelle, avait été présenté publiquement comme un tournant stratégique dans les relations commerciales entre les deux plus grandes économies mondiales. Le geste de Pékin s'est toutefois produit sans annonce officielle, sans conférence de presse et sans note explicative détaillée sur les canaux officiels du ministère chinois du commerce. La suspension a d'abord été remarquée par les acteurs de l'industrie chimique et du secteur des semi-conducteurs, qui ont identifié le retour de licences spécifiques pour des articles précédemment autorisés en vertu de clauses exceptionnelles. La manière dont le recul a été exécuté s'est écarté du schéma habituel de tension, suggérant une approche plus asymétrique de la pression institutionnelle. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Entre le 9 et le 13 janvier, les données opérationnelles de 3 ports d'Asie du Sud-Est ont révélé une réduction brutale de la libération des cargaisons destinées à des partenaires américains. Cette baisse, initialement attribuée à des ajustements techniques des systèmes douaniers, a été réinterprétée après la diffusion de circulaires internes rétablissant les exigences documentaires précédemment suspendues dans le cadre de l'accord tarifaire du premier semestre 2025. Le département américain de l'énergie a quant à lui publié un communiqué confidentiel à l'intention des fournisseurs stratégiques, les avertissant de possibles retards dans l'accès aux intrants critiques provenant du territoire chinois. L'agence de contrôle logistique des forces armées a immédiatement adopté des mesures provisoires de réorientation contractuelle, ce qui, en soi, indique que la perception interne était qu'il s'agissait d'un épisode présentant un risque d'escalade fonctionnelle. L'absence de déclaration explicite de la part de Pékin, loin d'indiquer un geste technique isolé, a été interprétée en coulisses comme un repositionnement tactique de longue portée. Ce qui semblait n'être qu'une suspension de clauses spécifiques s'est rapidement révélé être un réaménagement sélectif des leviers institutionnels. Les premières déclarations publiques du gouvernement américain ont été soigneusement calibrées. Le département d'État a évité de qualifier cet épisode de violation, préférant l'expression « réalignement » procédural en dehors des canaux prévus. Le département du commerce, quant à lui, dans une note signée par 3 sous-secrétaires, a déclaré qu'il était en train d'évaluer les impacts opérationnels et diplomatiques résultant des modifications unilatérales apportées aux engagements techniques liés à l'ancien régime d'exception tarifaire. L'utilisation du terme régime précédent n'est pas passée inaperçue parmi les analystes spécialisés dans le langage réglementaire. Elle indiquait même indirectement que le gouvernement ne considérait plus comme en vigueur l'ensemble des dispositions signées lors du dernier cycle de rapprochement. En d'autres termes, la suspension tacite de la part de la Chine a été traitée comme une reconfiguration définitive du cadre de normalisation qui avait été célébré comme un jalon important. La Commission des affaires économiques du Sénat a été informée lors d'une session à huis clos que l'administration n'avait pas l'intention de prendre des mesures de rétorsion immédiates, mais qu'elle surveillerait les effets à moyen terme sur les chaînes critiques et sur le comportement contractuel des partenaires privés. Cette prudence, combinée à un langage technique et à l'absence d'escalade rhétorique, a révélé un effort de retenue discursive, même si les effets institutionnels étaient déjà clairement perceptibles dans les secteurs directement touchés. Les secteurs de la technologie de pointe, du transport logistique et de l'agro-industrie ont commencé à enregistrer dès cette semaine-là des signes de ralentissement, non seulement opérationnels, mais aussi en termes d'anticipation de la demande. Les fabricants de composants électroniques pour avions ont signalé une augmentation des délais moyens de dédouanement, même dans les cas où il n'y avait pas de changement réglementaire explicite. Les distributeurs agricoles du Midwest américain ont constaté une hésitation inhabituelle dans la confirmation des commandes qui, traditionnellement,
avait lieu plusieurs mois à l'avance. Parallèlement, des associations d'entreprises de la côte ouest ont entamé des consultations formelles auprès du Bureau de représentation commerciale, demandant des éclaircissements sur la validité des termes convenus en 2025. La réponse institutionnelle, bien que techniquement précise, a été jugée insuffisante. Au sein des commissions parlementaires, les questions sur la portée réelle de l'accord initial se sont multipliées, car ces dispositions n'avaient pas été ratifiées par un traité officiel, mais par des actes exécutifs successifs. Ce détail juridique, apparemment marginal, s'est retrouvé au centre du débat politique interne sur la solidité des engagements pris avec des puissances étrangères sans délibération législative complète. La répercussion sur le secteur privé a été immédiate. Les agents financiers ont commencé à réviser leurs prévisions de croissance pour les segments dépendants des intrants importés. Les entreprises du secteur automobile, qui avaient annoncé des investissements de plusieurs milliards dans l'espoir d'une stabilité tarifaire, ont signalé des révisions de leur calendrier. Le Conseil national de sécurité industrielle a mis à jour, à titre exceptionnel, sa matrice de risque stratégique en augmentant le niveau d'attention accordé aux composants importés soumis à des régimes d'autorisation administrative. Le marché a interprété ces mouvements non pas comme des réactions isolées, mais comme le reflet d'une compréhension plus large du fait que l'accord technique n'avait en réalité jamais produit de garanties institutionnelles équivalentes à celles attendues d'un traité formel. La distinction entre assouplissement conjoncturel et changement structurel est revenue au centre des discussions sectorielles. Sur le plan institutionnel, cet épisode a marqué un changement important par rapport à l'axe de prévisibilité contractuelle qui avait été renforcé au cours de l'année précédente. Bien qu'aucune des parties n'ait officiellement dénoncé les accords précédents, les signes de discontinuité étaient suffisamment clairs pour provoquer, au sein du système américain, un changement de posture opérationnelle. Les départements fédéraux ont repris les instructions précédentes qui avaient été suspendues au nom de la stabilité des négociations. Les organismes de réglementation ont commencé à exiger des documents complémentaires qui avaient pas été dispensés dans le cadre de l'accord précédent. Et surtout, l'absence de réaction publique plus incisive a indiqué que le gouvernement fédéral opérait en partant du principe que le cycle d'accords techniques avait pris fin de manière tacite mais effective. Dans un contexte marqué par des ajustements, des reculs tactiques et des réinterprétations normatives, la reconfiguration du modèle institutionnel semble s'être produite sans annonce officielle, mais avec des effets opérationnels immédiats. Même si le débat politique n'a pas pris une tournure ouvertement conflictuelle, les mécanismes internes de l'État ont réagi comme ils le font dans les situations de rupture de la prévisibilité systémique. Cet épisode ne s'est donc pas imposé par la force des déclarations publiques, mais par la cohérence des signaux techniques et la convergence de multiples organes face à un changement de scénario non déclaré. C'est ce type de mouvement qui révèle, avec plus de précision que n'importe quel discours, le moment où un cycle institutionnel se termine et où un autre commence. Au fil du temps, le rôle de ce canal a été précisément de suivre non seulement les événements visibles, mais surtout les changements structurels qui se dessinent dans les gestes techniques et les ajustements réglementaires. Pour ceux qui suivent les développements avec un œil critique, rester informé de ces signaux convergents devient un moyen de comprendre les orientations de la politique internationale. C'est dans ce contexte que différentes instances institutionnelles ont commencé à réévaluer la manière dont les accords bilatéraux de nature exécutive sont formalisés, mis en œuvre et contrôlés au sein du système américain. L'absence d'un traité formel ayant suivi l'ensemble du processus législatif, dans le cas spécifique du mémorandum technique avec la Chine, a révélé une fragilité d'origine qui se traduisait désormais par une vulnérabilité opérationnelle. Le Congressional Research Service, dans une note distribuée aux parlementaires siégeant dans des commissions stratégiques, a souligné qu'environ 80% des accords exécutifs conclus avec des pays ayant un statut de rivalité stratégique ne disposaient pas de mécanismes structurels de suivi contraignants. Cette constatation, bien que connue dans les milieux techniques, a pris une nouvelle importance après l'épisode du début janvier. La Commission des finances du Sénat, lors d'une audience privée avec des représentants du département du Trésor, a commencé à recenser les instruments bilatéraux qui ne reposaient que sur des engagements conditionnés à la bonne foi des parties, sans dispositif formel de règlement des différends. Le département d'État, quant à lui, a relancé les consultations juridiques internes sur la possibilité d'une internalisation partielle des dispositifs bilatéraux par le biais de réglementations administratives autonomes, afin de réduire l'exposition aux suspensions unilatérales.
partir de là, le débat institutionnel a également impliqué des acteurs du secteur productif. La Chambre de commerce américaine en Chine a envoyé un dossier au Conseil national de sécurité alertant sur le risque que la perception d'une instabilité réglementaire, même si elle se limitait à certains secteurs, provoque un recul plus large des investissements directs des entreprises américaines sur le territoire chinois. Le document indiquait également que, du côté chinois, aucune mesure juridique interne ne laissait présager la consolidation définitive des engagements pris. En d'autres termes, l'asymétrie ne se trouvait pas seulement dans la pratique, mais aussi dans le cadre réglementaire qui soutenait la continuité de l'accord technique. L'ambassade des États-Unis à Pékin a confirmé, par des voies diplomatiques non publiques, qu'aucun nouveau décret, résolution ou instruction normative n'avait été publié par les organismes de réglementation chinois depuis la signature du mémorandum. Cela a renforcé, sur le plan technique, l'interprétation selon laquelle l'accord n'avait jamais atteint un degré d'institutionnalisation complet. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des agences telles que l'administration de la sécurité des transports et le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche ont simultanément entamé des révisions internes sur les dépendances stratégiques en critique. Les rapports préliminaires ont indiqué que même les secteurs considérés comme résilients, tels que la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs d'origine diversifiée, présentaient des goulets d'étranglement non résolus. La chaîne d'approvisionnement en composants magnétiques, essentielle aux technologies aérospatiales et aux véhicules électriques, a été citée comme vulnérable aux mesures d'exportation discrétionnaires prises par Pékin. Il en va de même pour les catalyseurs chimiques utilisés dans les processus industriels à grande échelle, dont l'approvisionnement restait concentré entre les mains de 3 fournisseurs situés dans des provinces sous le contrôle réglementaire direct du ministère chinois du Commerce. Le constat que les gains attendus de la suspension des droits de douane et de la libéralisation des quotas ne se sont pas traduits par des changements structurels tangibles a renforcé, dans de multiples instances fédérales, l'impression que le cycle entamé au premier semestre 2025 avait épuisé sa capacité à générer de la prévisibilité. Dans le même temps, le ministère de l'Agriculture a dû réviser ses estimations d'exportation qui, à la fin de l'année précédente, prévoyaient une forte augmentation des ventes de soja sur le marché chinois. La promesse d'achat de volumes importants, faite dans des déclarations publiques par l'équipe économique de l'administration, ne s'est pas concrétisée dans l'évolution des contrats signés au cours du dernier trimestre. Le contrôleur général des exportations agro-industrielles a constaté que le nombre d'expéditions effectives avait chuté de 17% par rapport à la même période de l'année précédente, malgré la réduction des tarifs douaniers. Cette contradiction a suscité des doutes quant à la demande réelle de la Chine, en particulier après la confirmation que les stocks stratégiques chinois avaient été renforcés par des importations records en provenance d'Amérique du Sud au cours des mois précédents. Le Conseil des producteurs du Midwest a rédigé un rapport technique indiquant que les achats chinois de soja américain avaient des objectifs diplomatiques ponctuels et ne visaient une basse à approvisionner le marché à grande échelle. Le rapport a circulé parmi les conseillers législatifs et a été cité lors de sessions techniques de sous-comités agricoles. Dans le même temps, le Bureau d'analyse économique du département du commerce a commencé à réviser les modèles de projection à moyen terme pour les secteurs en fonction du comportement des exportations chinoises. L'industrie des véhicules électriques, par exemple, a vu ses prévisions de croissance revues à la baisse après que des fournisseurs ont signalé des retards dans la livraison de matériaux classés comme à double usage. L'impact de cette reclassification, effectuée sans préavis par les autorités chinoises, a été immédiat sur les calendriers industriels. Les constructeurs automobiles américains ayant des usines dans le Michigan et l'Ohio ont demandé des réunions d'urgence avec des représentants fédéraux afin de comprendre les limites réglementaires de l'accord en vigueur. Au cours de ces réunions, il est apparu que la reclassification des intrants avait été effectuée sur la base d'une législation adoptée en avril 2025, mais dont les effets avaient été temporairement suspendus pour des raisons diplomatiques. Cette suspension, désormais levée, a de nouveau mis en évidence les risques inhérents à l'absence d'un mécanisme formel de stabilité institutionnelle. De ce fait, l'idée selon laquelle l'accord représentait un tournant décisif a également perdu de sa force dans les coulisses de l'industrie. La perception selon laquelle les États-Unis avaient cédé des dispositions tarifaires et des règles d'octroi de licences en échange de promesses non contraignantes s'est répandue dans différents secteurs du gouvernement. Les rapports internes du Conseil stratégique de la Maison-Blanche ont commencé à utiliser le terme « compensation asymétrique » à court terme, suggérant que les avantages obtenus ne justifiaient
pas le degré d'ouverture réglementaire accordé, le ministère de la Défense, même sans faire de déclaration publique, a commencé à renforcer ses stocks de matériaux critiques et à réactiver des contrats avec des fournisseurs alternatifs dans des pays alliés. Les forces armées ont repris les protocoles d'urgence pour remplacer les composants chinois dans les systèmes de communication et de navigation, avant même tout signe de rupture formelle. L'interprétation institutionnelle dominante était que, même s'il n'y avait pas de crise déclarée, le cycle d'assouplissement était arrivé à son terme et que la reconfiguration des pratiques commerciales exigerait des ajustements autonomes de la part des États-Unis. La manière dont plusieurs organismes ont réagi à une suspension non déclarée révèle un schéma récurrent dans les différends commerciaux très complexes, l'asymétrie dans la capacité à traduire les gestes diplomatiques en effets réglementaires. Dans ce cas, la Chine a maintenu en vigueur ses principaux instruments de contrôle et n'a suspendu que les dispositifs supplémentaires qui auraient pu tendre davantage les relations. Les États-Unis, en assouplissant les règles et en suspendant les droits de douane, ont créé un climat d'attente qui ne s'est pas concrétisé par des résultats vérifiables. Cette différence structurelle d'approche s'est traduite, dans la pratique, par un déséquilibre opérationnel qui est désormais reconnu en coulisses comme une erreur de calcul. En ne conditionnant pas ces concessions à l'adoption formelle d'engagements juridiques par la partie adverse, l'administration a élargi la marge de manœuvre d'un partenaire qui a toujours opéré dans une logique tactique de réversibilité. C'est pourquoi, pour ceux qui suivent d'un œil critique le déroulement de ces négociations, il est tout aussi important de comprendre les niveaux institutionnels impliqués que d'observer les annonces publiques. Ici, notre travail a consisté précisément à rassembler ces signaux dispersés, à relier les éléments techniques et à offrir un cadre analytique plus large des mouvements qui échappent souvent à l'actualité immédiate. Des évaluations divergentes continuent d'apparaître quant aux changements concrets intervenus au niveau institutionnel après la décision de la Chine de faire marche arrière sur les mesures liées à la facilitation des échanges commerciaux. Pour un groupe d'analystes associés à des centres de recherche en politique étrangère, cet épisode symbolise l'épuisement d'une construction stratégique fondée sur des hypothèses excessivement optimistes quant à la volonté de la Chine de se soumettre à des normes de prévisibilité commerciale qui ne correspondent pas à sa logique interne d'exercice du pouvoir réglementaire. Dans cette optique, Pékin n'aurait jamais adhéré à un modèle d'ouverture réciproque, se limitant à exploiter une période d'accommodation circonstancielle, influencée par la période post-pandémique et la refonte des chaînes de valeur mondiales. La formulation ambiguë du mémorandum technique, l'absence d'internalisation normative au niveau national et le maintien de mécanismes de contrôle parallèles sont interprétés comme des signes que la stabilité observée était, dès le départ, transitoire. Une autre interprétation déplace le centre de l'échec vers les rouages institutionnels des États-Unis. Les juristes qui suivent de près les activités de la Commission des affaires internationales du Congrès soutiennent que le problème ne réside pas dans la nature de l'accord conclu, mais dans l'incapacité du pouvoir législatif à mettre en place des instruments internes capables de donner un caractère contraignant aux engagements pris. Selon cette vision, il a manqué un mouvement coordonné pour traduire le mémorandum en paramètres normatifs qui guideraient l'action de l'exécutif, même de manière indirecte. Il en a résulté la mise en œuvre d'une politique d'assouplissement sans fondement institutionnel dans laquelle des concessions ont été accordées sans dispositif de sauvegarde minimaux. Pour ce groupe, la question centrale n'est pas de réévaluer la relation avec la Chine, mais de revoir les procédures internes de formulation des engagements économiques, en particulier lorsque la contrepartie dispose d'une large marge d'autonomie réglementaire. Le débat actuel se concentre sur la définition des frontières entre les accords exécutifs de nature technique et la nécessité de les doter de mécanismes élémentaires de responsabilité mutuelle. Certains défendent l'idée que la conception institutionnelle même de l'Office of the United States Trade Representative devrait être ajustée, avec une plus grande implication du Congrès dans les cycles de négociation et l'introduction de révisions périodiques obligatoires des engagements pris. Bien qu'elle n'en soit encore qu'à ses débuts, cette proposition se heurte à la résistance de secteurs qui craignent une politisation excessive des négociations commerciales. Elle recueille, néanmoins, l'adhésion de parlementaires préoccupés par la récurrence de situations dans lesquelles des concessions sont annoncées, puis annulées par la partie adverse. Le fait que la suspension des promesses chinoises n'ait pas été suivie d'une réponse formelle du gouvernement américain renforce le sentiment que l'arrangement institutionnel actuel dispose de moyens limités pour contenir ou répondre à des initiatives asymétriques. Les archives disponibles,
indique que la dernière fois qu'un mémorandum exécutif, ayant des effets tarifaires importants, a été incorporé par le biais d'une réglementation complémentaire, remonte au début de la décennie précédente, dans un contexte géopolitique différent et avec un niveau de risque stratégique considérablement moindre. Cet antécédent aide à expliquer pourquoi, dans le contexte actuel, le revirement partiel des mesures prises par la Chine a eu des répercussions immédiates, mais n'a pas trouvé de fondement juridique suffisant pour déclencher des procédures d'arbitrage ou des clauses de rétorsion automatique. L'inexistence de ces mécanismes, reconnus par les experts comme une faiblesse structurelle, place à nouveau le système américain face à un dilemme récurrent. Comment garantir la prévisibilité dans un environnement qui privilégie la rapidité de l'action exécutive, mais manque d'instruments correctifs efficaces lorsque la réciprocité est interrompue? Certaines interprétations relativisent l'importance de cet épisode, arguant que ce revirement ne modifie pas de manière substantielle les principaux flux de l'économie bilatérale. Pour ces observateurs, le système aurait déjà absorbé les fluctuations réglementaires et tarifaires, et les entreprises les plus exposées auraient développé des stratégies pour opérer dans des contextes d'incertitude. Cette interprétation est toutefois contestée par les gestionnaires de risques dans les secteurs considérés comme stratégiques, qui alertent sur l'usure progressive des mécanismes de compensation. La récente reclassification des intrants technologiques, promue par la Chine, même sans changement formel des tarifs, a créé des obstacles opérationnels qui exigent des ajustements de processus et un repositionnement logistique, avec des coûts tangibles et des impacts sur la planification à moyen terme. La thèse selon laquelle ces effets seraient déjà pleinement intégrés dans les prix ne trouve pas d'écho parmi ceux qui suivent en permanence les ajustements internes. Les experts en relations internationales, qui siègent dans des conseils stratégiques multilatéraux, estiment que cet épisode pourrait avoir des implications plus larges sur la manière dont les États-Unis mènent les négociations dans des environnements marqués par une asymétrie normative. Le recours calculé au silence institutionnel de la part de Pékin, en suspendant ses engagements sans les révoquer formellement, préservant ainsi l'apparence de continuité, révèle un degré de sophistication diplomatique difficile à neutraliser avec les instruments actuellement disponibles dans le cadre réglementaire américain. Cette capacité à moduler son action sans rompre explicitement avec les dispositifs existants permet de maintenir des canaux de dialogue ouverts tout en consolidant, dans la pratique, une position avantageuse. Ce modèle de conduite alimente une tension structurelle au sein du système politique américain. Tout en limitant les réactions immédiates en raison de l'absence d'une base juridique sans équivoque, il intensifie la pression en faveur de réformes institutionnelles qui rendraient les accords plus contraignants. Ces réformes exigent toutefois une plus grande participation législative, ce qui pourrait réduire la flexibilité dans les négociations futures. Le dilemme transcende donc cet épisode spécifique et se projette sur le modèle de gouvernance commerciale américain. Il s'agit d'un problème d'architecture institutionnelle, comment équilibrer agilité et résilience, et comment éviter que la recherche de stabilité n'aboutisse à des expositions unilatérales difficiles à corriger. Tant qu'un consensus ne sera pas trouvé sur les dispositifs nécessaires pour garantir la prévisibilité dans des relations bilatérales très complexes, des épisodes similaires à celui observé en janvier auront tendance à se reproduire, avec des variations tactiques et des impacts asymétriques. Le système réagit mais n'anticipe pas. Il s'adapte mais ne neutralise pas. Lorsque le processus de rééquilibrage commence, il se déroule de manière fragmentée, avec plusieurs organismes agissant en parallèle, sans axe de coordination clair. Il en résulte un sentiment constant d'adaptation, sans consolidation institutionnelle effective. La politique commerciale des États-Unis reste ainsi exposée à des dynamiques dans lesquelles la formalité des accords ne garantit pas, à elle seule, leur efficacité durable. Dans ce contexte en mutation, il est indispensable de suivre les développements avec une attention analytique. Les conséquences les plus importantes découlent rarement des annonces les plus visibles, mais plutôt des signes discrets qui indiquent des changements de trajectoire. C'est sur cet espace moins évident que ce canal concentre son attention, attentif aux mouvements silencieux qui redéfinissent progressivement les contours de la politique institutionnelle.